Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une déclaration faite au lendemain de l'adoption du nouveau code électoral par le Conseil national de transition, le président de l'institution, Dr Dansa Kourouma, a dévoilé les grandes lignes de la future configuration parlementaire de la Guinée. Une assemblée nationale élargie à 147 députés et l'instauration d'un Sénat de 87 membres dont une partie sera nommée directement par le président de la République. Une annonce qui suscite autant d'interrogations que de critiques. À qui profitera ce futur parlement bicaméral? Pourquoi un tel gonflement des institutions alors que le pays traverse une transition politique et économique complexe? Derrière les chiffres, quels sont les enjeux de gouvernance, de représentativité et d'équilibre des pouvoirs? Restez dans cette petite vidéo jusqu'à la fin et merci de la partager au maximum. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, en commençant par le premier élément, une inflation institutionnelle préoccupante. 234 parlementaires, pourquoi faire? L'annonce d'un parlement bicaméral composé de 147 députés et 87 sénateurs soulève immédiatement la question de la pertinence et de soutenabilité d'une telle architecture institutionnelle dans le contexte actuel de notre pays, la Guinée. En comparaison, l'ancienne Assemblée nationale comptait 114 députés. Cette augmentation de plus de 29% des sièges législatifs pose problème à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le coût budgétaire. La Guinée est un pays aux ressources limitées, confronté à une crise socio-économique aiguë. Augmenter de manière significative le nombre de parlementaires aura un impact non négligeable sur les finances publiques. Indemnités, frais de fonctionnement, équipement, sécurité, etc. Deuxième élément à relever, c'est l'efficacité législative. Plus n'est pas toujours mieux. Une assemblée pléthorique pourrait ralentir le processus législatif, complexifier les débats et créer des lourdeurs administratives et supplémentaires. Troisième élément, c'est l'absence de justification sociopolitique. Aucun argument fondé sur la démographie, la géographie ou les besoins de représentation n'a été fourni pour justifier une telle augmentation. Cela donne l'impression d'un parlement conçu non pour améliorer la gouvernance, mais pour élargir la clientèle politique dans une logique de partage de postes au détriment de l'intérêt général. Alors, parlons de la création du Sénat. La création d'un Sénat de 87 membres prévu par la nouvelle Constitution semble répondre à une volonté de modernisation institutionnelle, mais à y regarder de près, cette chambre haute semble taillée pour affaiblir le pluralisme démocratique plutôt que pour le renforcer. Le mode de désignation est révélateur. Les 2 tiers des sénateurs seront élus par le conseiller régionaux et communaux, eux-mêmes issus d'un processus électoral souvent entaché de clientélisme ou de cooptation. Un tiers sera directement nommé par le président de la République, ce qui donne à l'exécutif une influence directe et substantielle sur cette institution. Loin d'être un contre-pouvoir indépendant, ce Sénat risque de devenir une chambre d'enregistrement du pouvoir présidentiel, consolidant ainsi une verticalité du pouvoir incompatible avec l'esprit républicain. Le nouveau code électoral
un texte dense mais peu accessible. Le code électoral adopté par le CNT compte au moins 345 articles, ce qui en fait un texte lourd, technique et probablement difficile à vulgariser pour la majorité des citoyens. Cette inflation normative pourrait paradoxalement renforcer l'opacité du processus électoral au lieu de le rendre plus transparent et inclusif. Aucune communication pédagogique n'a accompagné l'adoption du texte. Le contenu taillé des articles reste inconnu du grand public. Aussi, l'absence de débat national sur les dispositions fondamentales, mode de scrutin, découpage électoral, parité, financement des partis, etc., est un recul démocratique. Le CNT, censé jouer un rôle transitoire, agit comme un législateur classique sans légitimité électorale directe. L'adoption d'un texte aussi déterminant sans large consultation populaire ni référendum affaiblit la légitimité de ce code dans la durée. Cette annonce s'inscrit dans une dynamique plus large de verrouillage progressif du processus de transition par l'exécutif, sous couvert de réformes institutionnelles. La nomination présidentielle au Sénat, ajoutée au pouvoir déjà étendu du chef de l'État de transition, accroît l'hypercentralisation du pouvoir. L'élargissement du Parlement semble s'accompagner d'une dilution de la représentativité réelle en multipliant les postes sans renforcer les mécanismes de contrôle démocratique. Il est à craindre que ces réformes servent davantage à préparer un paysage politique sur mesure pour les forces proches du pouvoir en place qu'à construire une démocratie stable et durable. La refondation du système politique guinéen via l'adoption d'une nouvelle constitution et d'un nouveau code électoral aurait pu être une opportunité historique de remettre les citoyens au cœur de la gouvernance. Mais en état, la future composition du Parlement, 147 députés plus 87 sénateurs, laisse entrevoir une stratégie de concentration du pouvoir habillée sous les apparats de l'innovation institutionnelle. Voici un peu l'actualité concernant cette annonce sur la future Assemblée nationale et le Sénat. À l'heure où la Guinée a plus que jamais besoin d'un leadership transparent, participatif et sobre, la voie empruntée semble aller à controverse des aspirations populaires exprimées depuis 2020. Alors famille, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la partager et la liker. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.